Bonjour à tous, l'art de lire, c'est du bonheur. Je suis très heureux d'être justement avec mon invité Michel Debussy à Auteuil-Autouillet en Normandie. C'est un bonheur. Merci, merci beaucoup Michel. Merci de m'inviter. Oh Voilà. ben, ça me fait très plaisir. Et puis comment vous allez? Bah, très bien, très bien. Voilà, est- il fait beau en Normandie, c'est bientôt les vacances, ça je termine un futur livre, enfin, tout va bien. Voilà. Ça, on va le dire justement. Donc, Michel, vous aimez la Normandie, c'est un peu normal, parce que vous êtes normand, vous êtes né à Louviers. Mhm. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette enfance, justement? Moi, alors c'est vrai que je suis né à Louviers, mais c'est parce que la clinique se situe à Louviers. En fait, j'ai Clinique de la Ravine? Ouais, voilà. Voilà, nous avons le même point de vue. Voilà, donc Pareil. on est né tous les deux à la Ravine. Voilà, Tout à fait. Et en fait, j'ai grandi au Manoir-sur-Seine et ensuite à Pont-de-l'Arche. À Pont-de-l'Arche. Donc voilà, donc ils sont. Et effectivement, le vrai souvenir que j'ai, je le dis souvent, c'est ce mélange qu'on retrouve dans cette vallée de l'Eure, cette vallée de l'Andelle, cette vallée de la Seine, ce mélange entre l'histoire, parce qu'on voit bien, on a Giverny à côté, on a des manoirs, on a des donc on a des comment dire des bâtisses extraordinaires, on a des abbayes, j'ai grandi à côté de l'abbaye de Bonport par exemple, et à côté il y a des usines. Enfin, moi, mon enfance, c'est pour ceux qui connaissent, à Licelle, à l'époque c'était la SICA. Tout à fait. Mon père travaillait dans une aciérie, les papeteries, etc. Donc moi, mon enfance, c'est ce mélange d'abbayes, de châteaux et d'usines. Et je pense que mon univers de roman, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire à la fois, tous mes copains étaient des fils d'ouvriers, tout le monde travaillait à l'usine, et à la fois on allait se promener, on prenait le vélo pour aller dans les forêts, dans les châteaux. Donc voilà, donc c'est ce mélange-là qui est très étrange dans cette vallée de la Seine, qui est à la fois, ou de l'Eure, hein, Oui. qui est à la fois très touristique, très jolie, Très et à la riche. fois très ouvrière, très industrielle, très industrieuse. Et voilà, et donc ça se trouve très chouette. Enfin, je pourrais parler des heures, mais juste une petite anecdote Oui, que j'adore effectivement. raconter par exemple sur Giverny, quand Claude Monet crée le bassin d'Inféa, il crée le rue de Lepte pour créer son bassin. Et en fait, il y a un teinturier, enfin un créateur d'amidon qui veut créer une usine à Giverny. Et donc, comme il est quand même très connu, Claude Monet va écrire au préfet pour dire hors de question qu'il y ait cette usine à Giverny. Alors que le gars avait créé quand même une cinquantaine d'emplois et tout. Et donc on voit bien qu'il y a déjà cette opposition entre ceux qui veulent créer du travail et puis le côté artistique, culture, voilà. Et donc je trouve que ce mélange dans la région, ça va toujours habiter. Voilà, c'est à la fois la culture, la richesse, le patrimoine, et d'un autre côté, des gens qui bossent et des gens qui peuvent être très loin de cet univers culturel. Cet univers Ouais. culturel et Ouais. qui est très riche Et en ça, tout c'est cas. un peu à mon enfance. Ça. Oui, ben, on a le même point de vue en tout cas, ça me touche énormément. Vous êtes à la Normandie, vous étudiez à Rouen, professeur de géographie à Rouen, et aussi spécialiste en géographie électorale. Vous êtes devenu professeur, c'est une vocation ou pas du tout? En fait, oui, moi quand j'étais en terminale, voilà, j'étais d'une génération qui rentrait à la fac sans trop savoir ce qu'on allait faire plus tard. Et je me suis dit, je vais finir prof de collège ou de lycée au mieux. Et puis il se trouve que j'ai continué, que j'ai trouvé la fac sympa et que j'en suis jamais sorti. Donc je me suis retrouvé prof de fac. Je me dis, c'est plutôt sympa. Alors, en fait, j'ai fait une thèse et voilà, donc je pense oui que prof c'était plutôt une vocation, en tout cas quelque chose auquel mes études me conduisaient. Et voilà, mais pas forcément d'être prof de fac et d'être chercheur à l'université. Ça, avant de rentrer à la fac, je savais pas qu'on pouvait rester toute sa vie, quoi. Oui, oui, Mais qu'en étudiant, on trouve que c'est plutôt pas mal d'être à la fac, quoi. On n'a pas forcément envie de... J'en ai connu beaucoup d'étudiants comme ça qui avaient envie de rester à la fac. On disait, mais un jour, quand même, il va falloir aller voir, des années travailler quand même. Il y a autre chose. Eh oui. Mais les étudiants, ils n'ont pas trop envie des fois. Puis Ça a souvent, changé Puis maintenant. il y a les parents qui nous disent, allez, Ah, mais ça a suivre changé le chemin. maintenant, c'est Parcoursup. C'est voilà, plus du tout la même maintenant, chose. maintenant, il faut trouver un boulot. Nous venons de fêter les 80 ans du débarquement en Normandie. Votre premier roman se situe à l'époque sur le débarquement. Alors, refusé par les éditions. Ça a été un chemin parcouru très dur, ou une anecdote sur ce... Parce que là, à la date d'aujourd'hui, c'est des millions de livres. Et là, vous êtes refusé par un éditeur par rapport au débarquement en Normandie. Grande différence avec Bernard, hein, qui a été Accepté accepté tout de dès son suite. premier. Voilà, je suis très jaloux de lui. Non, mais c'est marrant les parcours parce qu'effectivement, Ouais. voilà, moi non, j'ai pas eu ce talent-là et effectivement, mon roman a été. En fait, l'anecdote, c'est à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de sous, donc je suis monté à Paris avec un sac à dos. J'avais une quinzaine de volumes dans des enveloppes et j'ai fait rue Saint-Père, rue du Super-Midi. J'allais dans les maisons d'édition Totalement et Saint-Germain-des-Prés. je portais mon truc et voilà, ils m'ont jamais vraiment recontacté ou des lettres standards. Donc, voilà. Ils doivent en pleurer maintenant.
Ouais, je sais pas, parce que comment dire, c'est très très compliqué, je pense, pour un éditeur d'anticiper un succès. Je pense que les éditeurs, ils ont déjà, ils publient assez peu de nouveaux romans, de premiers romans, à part effectivement plutôt dans la littérature blanche. Et en plus, chaque éditeur a quand même son créneau. Donc, pour peu qu'on fasse un truc qui est un peu en dehors des créneaux, comme ce que je faisais, qui était du polar sans être complètement du polar, je pense que très vite, on se dit dans quelle case on va ranger ça. Puis si ça rentre pas trop dans des cases, ça part très vite ailleurs. Donc, puis bon, voilà, ils en reçoivent, je sais pas, 500 par jour. Enfin, ils reçoivent tellement de manuscrits que forcément, ça se joue sur un détail. Quoi. Oui, voilà, sur un petit détail. voilà, donc non, j'ai pas du tout d'aigreur par rapport à ça. Je suis moi persuadé qu'il y a des centaines de chefs-d'œuvre qui dorment dans des tiroirs, qui ne seront jamais publiés, et que si le destin avait basculé autrement, leur livre aurait pu être publié, et peut-être que leur livre serait devenu un best-seller. Alors justement, je voudrais poser la question, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes auteurs à la date d'aujourd'hui? Ne pas désespérer, ne pas lâcher? Ouais, enfin c'est ça, c'est toujours les mêmes conseils, mais c'est un peu ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire, beaucoup de travail, énormément de travail, de ne rendre un truc que si on pense qu'il est parfait, donc ça veut dire le réécrire des dizaines de fois, le faire lire, accepter les conseils, accepter les critiques, être capable de tout recommencer. Donc voilà, parce qu'on a une chance peut-être sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, donc il faut s'il y a le moindre petit détail qui cloche, c'est foutu. C'est foutu. Voilà, et puis après, la persévérance, hein, c'est sûr, si ça marche pas du premier coup, il faut recommencer, on a une vie pour être publié. On a ce point commun avec Bernard, par exemple, d'avoir été publié assez tard dans notre vie. Ouais. Donc la preuve qu'il ne faut pas désespérer et que... Il faut persévérer. Donc c'est ce que je dis, je vois des jeunes de 15 ans, 18 ans qui disent « Ah, j'écris, etc. » Je dis « C'est super, mais si vous n'êtes pas publié à 20 ans, paniquez pas, quoi. Vivez votre vie et continuez d'avoir votre passion. Et si ça se trouve, l'édition, le livre, ça arrivera au moment où vous y attendez le moins. Voilà, perdez pas votre passion en route, mais continuez de vivre aussi. C'est comme les acteurs, il n'y a pas d'âge. Ouais, je pense, c'est une part de... C'est ce côté un petit peu vendange tardive. C'est mignon. Oui, puis il y a une part de hasard, c'est-à-dire qu'il faut... le hasard, il faut toujours le provoquer, oui. C'est sûr. Si on ne joue pas, on ne peut pas gagner. Et donc il faut jouer souvent, mais il faut avoir conscience que quand on joue, c'est miser, et on n'est jamais sûr, effectivement, qu'on va gagner le gros lot. Mais si on ne mise pas, on ne peut pas gagner. Donc, plus on mise, plus on maximise ses chances. Exactement. Professeur de géographie, vous a-t-il aidé à écrire? Est-ce que c'est complémentaire, justement, pour en arriver à tous ces romans? Je pense que ce qui m'a aidé, c'est effectivement quand j'ai écrit une thèse, j'avais écrit des bouquins un peu sérieux, etc. Ça aide à structurer une pensée, à se dire tiens, écrire un truc de 400 pages, ça me fait pas peur parce que j'ai déjà fait. Donc c'est vrai que j'avais déjà cette habitude d'écrire. Après non, l'écriture de fiction n'a rien à voir avec une écriture académique, scientifique. C'est même tout l'inverse. Tout l'inverse, et il faut pratiquement tout oublier. Enfin, si on commence à écrire une fiction en se disant je vais faire mon prof, ça marche pas, et les lecteurs vont s'en apercevoir tout de suite. Et puis après, oui, le côté géographe, ça m'aide à vulgariser, c'est-à-dire que j'étais 30 ans à la fac à peu près, et donc je vais passer mon temps finalement à lire des articles scientifiques, à lire des sociologues, des historiens, des économistes. Donc ça aide finalement à digérer beaucoup d'informations quand on traite d'un sujet, et à le digérer très vite, à essayer d'en tirer un peu une synthèse, et éventuellement après de s'en servir pour le livre. Donc c'est ça qui m'aide finalement, mais sans doute que plein d'autres auteurs qui n'ont pas été à la fac peuvent le faire tout aussi bien. Et donc en tout cas, moi c'est quelque chose qui ne m'a pas fait peur de me dire j'ai une pile de bouquins à lire, c'est des choses auxquelles a priori je ne connais absolument rien, oui. Eh bien je me plonge dedans, et il faut qu'au bout de quelques mois, j'ai à peu près compris de quoi ça parle. Oui. Et voilà, quand j'écris sur les migrants, j'ai lu plein de choses sur les migrants, sur les migrations internationales, etc. Bon, il fallait que je me dise à la fin, il faut que je sois calé sur le sujet et que je raconte pas n'importe quoi. Bon. Il fallait vraiment rentrer dans le sujet, et justement... parce que justement, c'est ce qui est extraordinaire dans vos livres, Michel, c'est que c'est un détail près. Vous rentrez dans une ville, dans un village, vous avez un détail de chaque rue, de chaque commerce, de chaque endroit. C'est tous les lieux avec des gens. Comment vous faiêtre pour découper directement ça? En fait, moi, je crois qu'il y a une grande part d'illusion là-dessus, parce que je prends l'exemple de Nymphéa Noire, qui est le roman qui se passe pas loin d'ici. Tout le monde me dit c'est super, Nymphéa Noire, on est dans Giverny, on se balade, etc. Et quand je reprends Nymphéa Noire, franchement, il n'y a vraiment pas tant de description que ça.
Il y en a quelques-unes. Peut-être parce que les gens oui, mais qui il y en a le pas lisent tant le que ça. connaissent. Effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes que j'essaye d'avoir bien placées au bon endroit. Mais quand j'écrivais un affaire noire, je me dis, il ne faut surtout pas que je tombe dans la carte postale et que toutes les 3 pages, je fasse un personnage qui, mon Dieu comme c'est beau, mon Dieu comme c'est extraordinaire, mon Dieu comme je suis dans le temple de l'impressionnisme. Il faut à tout prix qu'il y ait des petites touches, mais que le lecteur, il ait quoi imaginer. Je me dis, Giverny se suffit lui-même. Vous dites Giverny, Nymphéa, c'est bon, il y a les images, elles sont là. Donc en permanence, je me disais, attention, n'en donne pas trop, n'en mets pas trop, écrase pas le... Voilà, c'est exactement comme un peintre qui se dit à un moment donné, attention, il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, c'est l'impression, il faut suggérer. Et pour ceux qui veulent, relisez-les. Il n'y en a pas tant que ça, et en plus, j'en ai retiré beaucoup, notamment dès que je tombais un peu trop dans un truc un peu trop lyrique sur la beauté de Giverny, il fallait rester... écrire, c'est suggérer. Il faut vraiment toujours faire confiance au lecteur. Le lecteur, ce qu'il aime dans la lecture, c'est faire travailler son imaginaire. Donc si vous êtes dans un lieu un peu connu ou qui a déjà des images, il faut les mobiliser, mais ça ne sert à rien de répéter la carte postale de ce que les gens connaissent déjà. Donc Nymphéa noir, il faut le relire autrement. Oui, par exemple, mais c'est pareil pour d'autres romans. Mais bien sûr. Quand je me dis, effectivement, je me dis, ok, tu as passé du temps sur place, tu as lu plein de livres, tu as pris plein de photos, etc. Et après, il faut arriver un peu à se détacher ou trouver juste les détails suffisants pour faire déclencher comme ça les capteurs imaginaires chez le lecteur. Mais voilà, mais une nouvelle fois, si on en donne trop et qu'il y a 4 pages de description, c'est fini en fait. C'est le guide touristique de l'office touristique. Oui, exactement, et le lecteur va... Enfin, je pense que le lecteur va pas assez imaginer son truc, quoi. Alors justement, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans vos livres, vos romans, vous évoquez la chanson française. Ça, c'est important, comme Mourir sur scène, avec Dalida, Mourir sur scène, Maman a tort, avec Mylène Farmer, Le temps est assassin, des Mistral gagnants, Renaud. Enfin, on peut parler d'Alain Bachung, de Charlie Couture, de Jean-Jacques Goldman, enfin... C'est impressionnant. Pourquoi? Alors là, dans Mon cœur a déménagé, c'est Si Maman Si. C'est impressionnant. Pourquoi ces chansons doivent correspondre au livre? En fait, c'est arrivé au hasard. Hein. C'est un pur hasard. C'est-à-dire, le premier, c'était Un avion sans ailes, qui était effectivement comme Un avion sans ailes de Charlie Couture. Et dans ce roman, je parle de la chanson qui a un rôle important. Et du coup, après de longues discussions avec mon éditeur, on a fini par se mettre d'accord et dire que ce serait effectivement le titre correspondrait à la chanson. Voilà. Et donc du coup, comme Un avion sans ailes a eu du succès, on a associé finalement mon premier roman à succès avec une chanson française. Et c'est un peu ce qui a déclenché le fait que sur d'autres titres, j'ai gardé un petit peu cette idée qui n'a pas été systématique, parce que Nymphéa noir, non. Et puis après, petit à petit, quand c'était possible, j'ai gardé cette idée d'essayer de tirer effectivement une parole de chanson. Voilà, bon. Fan de ces chansons françaises à la fois? Ouais, après je suis pas spécialement fan de France Gall par exemple, ou de je sais pas, de Mylène Farmer ou autre, mais c'est plus la phrase, la musicalité. Par exemple, Mon cœur a déménagé, je trouve que la phrase est jolie, et puis bon, on l'a entendu quelque part, et puis donc oui, ça nous parle, ça nous voilà, il y a une espèce comme ça d'illusion de l'avoir entendu quelque part, voilà. Okay. Puis après, bon voilà, c'est devenu une sorte de rituel, de jeu, de rituel. Après, c'est vrai que quand je l'ai fait au début, j'étais pas le premier, hein, il y a des films de Battre mon cœur s'est arrêté, oui. Il y a un certain nombre comme ça de faire, mais c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui plus courant. Peut-être aussi parce que la chanson française, c'est quand même en grande partie les poètes d'aujourd'hui. Enfin voilà, c'est la poésie qu'on écoutait avant, aujourd'hui on l'a par rapport aux chansons, on va dire aux grands paroliers, et du coup ça permet de mettre une forme de poésie comme dans mes textes. C'est vrai que dans mes livres, souvent j'essaye de glisser aussi des chanteurs que j'aime bien, ou des petites citations que j'aime bien. Oui. Et alors, vous avez un succès littéraire, vous conduisent à être adapté en télévision. Comment ça s'est fait, justement, ces romans qui font l'objet de nombreuses adaptations? Alors, en fait, c'était Maman a tort sur France 2, en 6 épisodes, Un avion sans ailes sur M6, 4 épisodes, Le temps est assassin sur TF1, 8 épisodes. Comment vous vous êtes retrouvé à accepter en fait ces téléfilms? Ouais, là ils sont en train de tourner Rien ne t'efface là pour TF1, là ils terminent le tournage, donc ça sera à sortir
sur TF1, je pense, l'année prochaine. L'année prochaine. Ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire quand vous êtes un auteur et puis qu'on vient vous dire il y a une chaîne qui veut adapter le roman en série et que ça va être vu par 3, 4, 5 millions de spectateurs. On dit pas non. On dit pas non. Enfin, moi, j'ai pas du tout de snobisme par rapport à ça. Je suis très très content que des tas de gens qui n'ouvriront jamais un livre vont découvrir une histoire que j'ai inventée en la regardant à la télé. Non, ça me va très bien. Et c'est formidable que les romans deviennent autre chose. Après, sans détailler, mais la règle, c'est qu'une fois qu'on a choisi le producteur, éventuellement qui nous donne quelques idées de réalisateurs, etc. Après, une fois qu'on a signé, c'est un blanc-seing pour que les chaînes de télé, le producteur, le réalisateur, les acteurs fassent absolument ce qu'ils veulent avec le roman. Avec le roman, ils ont un peu quartier libre, on va dire. Ouais, ils ont quartier libre. Après, on essaye maintenant, j'ai un peu l'habitude, donc j'essaye de verrouiller le maximum de choses au départ. Mais une fois que ça a été verrouillé, ils font effectivement ce qu'ils veulent. Notamment parce que, quelque part, personne ne fait ce qu'il veut. C'est la chaîne a ses contraintes d'audience, le producteur a ses contraintes dessous, le réalisateur a ses contraintes artistiques, le scénariste, c'est aussi ses contraintes de scénario, les acteurs ont leurs contraintes en disant ah oui mais ça je veux plus de... Voilà, donc tout le monde a ses contraintes, donc au final un téléfilm ou une série ou un film c'est un compromis entre beaucoup de contraintes, et puis il y a l'auteur derrière qui arrive aussi à dire ouais mais moi voilà. Mais moi je veux quand même qu'on respecte certaines choses. Donc je prends un exemple très vite pour Rien de t'efface par exemple qui est tourné là en Auvergne. Bon, ils ont changé pas mal de trucs, bon, le scénario me plaît bien quand même, mais ils changent toujours tous les prénoms. Ça c'est un truc qu'ils font à la télé, c'est qu'ils n'aiment pas les noms des romans et souvent ils changent les noms. Surtout quand moi j'ai des noms un peu bizarres. Donc, et là par exemple j'avais un des héros de Rien de t'efface qui s'appelle Nectaire, c'est son prénom. Et il voulait virer Nectaire en disant non mais Nectaire on va l'appeler Jacques ou Paul ou Et là je me suis bagarré en disant Nectaire j'aime bien, on peut le garder, ça donne un côté original, ça caractérise mon personnage. Oui, voilà. Et puis il faut garder mais le respect. Donc là j'ai réussi, je vais gagner, je me suis battu, je vais gagner. Bon, ils sont dit voilà on va lui laisser son Nectaire, il va être content, il va pas nous embêter. Qui va jouer Nectaire alors? Eh ben je sais pas, je dois pas le droit de lui dire. Voilà. Prochain épisode. Voilà. Sur les lieux de tournage vous y allez? Ouais, j'y vais une journée, histoire de passer, mais en fait, on a l'impression d'être... poussez-vous, hein, voilà, poussez-vous. Non, qu'est-ce que vous faites dans le décor, là, monsieur, là-bas? Non, c'est parce que je surveille Nectaire. Oui, non, mais c'est ça, non, mais voilà, il y a plein de gens qui travaillent, il y a une quarantaine... Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a effectivement une équipe, une cinquantaine de personnes qui travaillent, tout le monde est occupé. Donc non, c'est bien d'aller voir pour saluer tout le monde, mais c'est vrai qu'on se sent complètement spectateur, oui. Quoi. On n'a rien à faire sur le tournage. Quoi. Ce qui est extraordinaire, et ça je le dis souvent, des fois il vaut mieux lire le livre avant d'aller voir le film. Je trouve que c'est plus... Parce que quand on lit le livre, on s'imprègne, et quand on regarde le film, souvent il y a des petites choses qu'on ne va pas montrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, après, il n'y a pas de règle. C'est évident que même une adaptation en 6 épisodes, par exemple, réduit beaucoup par rapport à la richesse d'un roman qui a beaucoup plus de détails, où vous avez beaucoup plus de monologues intérieurs des personnages, vous avez toute une dimension de second degré, etc., que généralement il n'y a plus dans les séries. Donc bien sûr, oui, l'intention de l'auteur est beaucoup plus forte dans le roman. Mais après, voilà, une nouvelle fois, il y a beaucoup plus de gens qui vont se contenter de regarder une série ou un film que de lire un roman. Donc c'est très très bien déjà. Moi, je suis content que même mon histoire transformée devienne autre chose. Justement, en parlant de transformer, vos romans sont sortis en bande dessinée. Alors ça, c'est Mourir sur scène, on revient, sur Nymphéa Noire. Ça, c'est un pur bonheur pour les enfants aussi. Ouais, puis moi je suis pour le coup vraiment un fan de bande dessinée depuis toujours. Je pense même que la BD m'a plus influencé peut-être même que la littérature, le cinéma. C'est la BD qui vous a permis aussi peut-être d'écrire? Je pense que la façon dont j'écris, dont j'invente les histoires, est très influencée par la BD, l'écriture BD. Qui a des codes sur la façon de faire des ellipses, la façon de découper planche par planche, etc. Le format court qui était le mien, qui est plutôt de 50 pages. Enfin, il y a beaucoup de codes que je pense je reprends dans mes histoires parce que c'est des codes de la BD. Donc j'étais très influencé, je sais pas, par Jean Van Damme, par exemple, qui est le scénariste de 13, de Torgal, etc., que moi je considère comme un génie de la narration. Bon, voilà, donc je pense que j'ai des Blueberry, enfin j'ai intégré plein de choses. Donc je suis très influencé par la BD, donc je suis très content que beaucoup de mes romans soient adaptés en BD, puis surtout de travailler aujourd'hui avec des scénaristes de BD ou des dessinateurs de BD, qui sont plutôt des gens
très talentueux et qui m'ont un peu accepté dans leur bande. Et du coup, moi-même, d'écrire pour la BD ou de dialoguer, peut-être pas d'égal à égal, mais en tout cas d'être capable de travailler avec un scénariste de BD ou un dessinateur et de lui dire ah là on pourrait peut-être faire autrement, là il y a peut-être moyen de gagner une case. Bon, enfin voilà, ça j'adore ça parce que c'est une vraie passion la BD et je pense que c'est un média qui est enfin voilà. On peut faire tout passer par la BD. Ouais, le message est beaucoup plus fluide. Ouais, bah en fait, on dit la BD, on pourrait dire c'est à 50% à mi-chemin entre la littérature et le cinéma, mais en fait pas du tout. Je pense que la BD est beaucoup plus proche de la littérature. La BD c'est déjà du texte. Moi par exemple, ce que j'adore quand j'écris la BD, c'est qu'en fait on a un nombre de mots extrêmement limité, donc il faut être en permanence dans la punchline, c'est-à-dire vous êtes obligé d'être synthétique. Et en fait c'est un travail de raccourci pour arriver à ce que vous exprimez en 3 phrases. Il faut qu'en une phrase vous exprimiez la même chose, donc c'est un choix du mot, il faut que ça soit ciselé. Et une bonne BD, c'est déjà un exercice littéraire extrêmement précis pour qu'on n'ait pas de gras. Enfin voilà, donc ça déjà, j'adore ça. Et puis c'est une énorme économie de mots, donc à un moment donné, toute une scène que vous avez dans un roman, vous allez la traduire dans une grande case avec un décor, avec une expression de visage. Donc voilà, donc c'est tout un jeu, mais qui reste très proche de la dimension. En fait, puis, je sais pas, on pourrait dialoguer avec Bernard, mais une des parties quand même quand on écrit un roman, il y a des tas de choses passionnantes. Moi, un des trucs qui me passionne pas toujours, c'est tout le côté, par exemple, vous êtes à un dialogue, oui, répondit-il en prenant son café. Il reposa sa tasse. Mais bien sûr, donc vous avez toute une série de codes qui sont obligés, si vous voulez faire lire. À la fois théâtrales. Et qui sont un peu théâtrales et qui ne sont pas forcément le plus passionnant à écrire. Et c'est vrai que la BD vous permet aussi de vous extraire de tout ce qui est un peu, voilà, chant contre chant, etc. Bon, bah c'est bon, ça vous pouvez vous concentrer sur l'action, le mot, voilà. Donc, voilà, quand vous racontez une histoire, bah, la BD permet aussi de la raconter, entre guillemets, de façon très dynamique et avec beaucoup d'ellipses. Ce que le roman ne permet pas toujours de faire parce qu'il faut que vous expliquiez des choses qui sont, comment dire, intuitives dans la BD. Vous avez une case, vous passez à l'autre case, vous avez compris, voilà. Et puis ça attire une autre clientèle, les jeunes. Bah, pas du... Alors ça c'est un peu une légende quand même. C'est une légende, non, en fait. C'est une légende. Ouais, dans le public de BD, enfin mon public de BD ou le public qui lit pas de la manga mais qui lit plutôt de la BD franco-belge telle que moi je l'ai lu, c'est plutôt un public qu'à mon âge qui a beaucoup vieilli avec moi, quoi, et que les jeunes lisent mais ils lisent d'autres BD, d'autres codes. Beaucoup de BD sans doute, de comics, enfin d'autres choses, mais non, en fait le public BD est quand même... En tout cas, vous êtes... Alors, pas que âgé, hein, mais en fait... bon, non, on va dire un autre âge. Les vrais collectionneurs de BD, enfin, ceux qui en lisent beaucoup, qui en achètent beaucoup, c'est plutôt des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui sont des collectionneurs depuis longtemps. Importante. Vous êtes traduit dans plus de 35 langues, édité dans de nombreux pays, Royaume-Uni, Italie, Chine, Brésil, Russie. Pour vous, c'est une reconnaissance. Comment ça s'est passé pour être diffusé autant? Bah, en fait, on dit toujours c'est les 5 premiers ou les 10 premiers, qui sont le plus durs. Après, une fois que beaucoup de pays ont déjà accepté de traduire, en fait, les autres suivent. Oui. Donc c'est un peu ce qu'il y a un effet un peu boule de neige, jusqu'à ce que ça s'arrête. Boule de neige, c'est mieux que boule ronde. Oui, c'est boule de neige. Voilà, oui, après, bah oui, c'est très étonnant. On est super content quand on apprend qu'il y a des petits Estoniens ou des Brésiliens ou des Coréens qui lisent mes livres. C'est toujours extrêmement étonnant. C'est encore plus étonnant quand on va là-bas, évidemment, puis qu'on rencontre des gens à l'autre bout du monde qui, effectivement, ont des livres et viennent les faire signer. C'est étonnant. Il y a une différence quand vous rencontrez les gens à l'étranger et ici? Ah, bah oui, déjà, la grande différence, je pense notamment à l'Asie, hein, où je suis pas mal allé, c'est pour le coup la jeunesse de la littérature. Oui, parce que vous avez reçu justement en 2016 le prix du meilleur polar au Japon. Ouais, j'ai eu 2 fois. Mais souvent, c'était par exemple au Vietnam, en Corée. Moi, je trouve ce qui m'a vraiment marqué, c'est la jeunesse des lecteurs. C'est-à-dire que vous êtes dans des pays qui sont sortis des dictatures il n'y a pas tant de temps que ça, finalement. Et donc, vous avez vraiment toute une jeunesse qui s'ouvre au polar, qui s'ouvre à la littérature, qui s'ouvre à la culture étrangère, et ils adorent, quoi. Et là, c'est vrai que quand vous êtes, par exemple, au Vietnam, vous avez 300 étudiants qui sont à fond et qui ont l'impression que l'écriture, c'est du rock'n'roll, c'est le rock'n'roll des années 80, que ça change leur vie parce qu'on parle de polar, etc. C'est vrai que c'était rassurant. On se dit, il y a un avenir au livre et que c'est pas juste un truc ennuyeux, la lecture, et que les jeunes sont à fond parce que pour eux, avoir le droit de lire des polars, notamment des polars français, c'est une forme de liberté.
Ce qu'on avait en Russie, ce qu'on a pu en Russie, voilà, par exemple, Russie, mais voilà, qu'on avait, enfin, oui, voilà, pareil, en Russie, on ressent ça. Enfin, dans beaucoup de pays, on peut ressentir ça. Ouais. Alors, dans un autre contexte, justement, Michel Bussy, Mon cœur a déménagé. Alors, c'est à la presse de la Cité. Vous êtes fidèle à votre éditeur. L'histoire de cette petite fille de 7 ans, confrontée au meurtre de sa mère, et la quête de la vérité obsessionnelle et bouleversante. Retour en Normandie, fresque sociale des années 90. Vous avez aussi... pourquoi cette histoire aussi en Normandie, bien précise à Rouen? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché à travers quelqu'un qui vous en a raconté une partie et que vous avez romancé? C'est une histoire que j'ai depuis au moins en tête, depuis au moins une vingtaine d'années. Souvent, moi, j'ai des histoires que j'ai depuis longtemps. Donc voilà, je me suis dit assez tôt que cette histoire elle se passerait à Rouen. Peut-être effectivement, parce que j'ai autour de moi pas mal de gens qui travaillent dans le social, qui sont ma copine éducatrice, etc. Donc je me suis dit c'est assez logique finalement qu'elle se passe à Rouen. Et puis voilà, le dernier roman qui se passait à Rouen, c'était Mourir sur scène, c'était il y a presque 20 ans. Et donc, comme je fais pas mal de signatures dans le coin, les gens me disaient, Monsieur Bussy, il va falloir quand même refaire un roman à Rouen, sinon on ne va plus vous lire. Voilà. Donc, on dit, ça va venir, je vous promets, il y aura un roman à Rouen. Comme vous êtes à Auteuil, on me dit, mais il va falloir refaire un roman sur la vallée de l'Eure, parce que... À Auteuil? Oui, à Auteuil notamment. Oui. Enfin, quand je suis à Auteuil, on me dit à Auteuil. Quand je suis à Louviers, on me dit à Louviers. Mais, donc, bientôt, il y aura un meurtre à Auteuil. Peut-être, je le promets, peut-être dans 15 ans, mais je suis obligé de le promettre. Donc la maison d'Yves va renaître. Oui, voilà. C'est ça. On verra. Non, mais voilà, mais je plaisante, mais oui, j'avais aussi envie d'écrire sur la ville où je suis, où j'habite, et ça me faisait plaisir de le faire 15 ans après, quoi. Mais voilà. Alors, dites-nous un petit peu pourquoi le contexte de cette petite fille, en fait, parce que c'est pas facile, hein, ce cœur a déménagé. Ouais, c'est un récit de vengeance. Moi, je voulais faire mon récit de vengeance. On a tous, nous les Polar 2, il y a des codes. Il y a le récit de vengeance, il y a le récit de, je sais pas, le post-mortem, il y a le tueur en série. Enfin voilà, il y a comme ça des codes et le récit de vengeance en fait partie. J'avais envie de faire un récit de vengeance. Effectivement, il y a un moment donné, ce que moi j'ai eu envie d'écrire, c'est effectivement cet enfant qui assiste au féminicide de sa mère, qui a 7 ans, et il y a la scène de crime ou d'accident, enfin elle ne sait pas, mais elle a 7 ans, elle voit des choses, et elle va vivre avec cette vengeance en trouvant un coupable et en se persuadant qu'elle doit se venger, et donc elle va à la fois être une quête de vérité, parce que évidemment les adultes autour d'elle peuvent lui mentir, la manipuler, enfin il y a tout ce jeu-là, mais elle est sur sa quête de vengeance jusqu'à effectivement le... Voilà. Et ce que j'aime dans cette quête de vengeance, après, il y a plein de choses dans la vengeance, évidemment, Monte Cristo et autres, mais oui. C'est évidemment l'idée que c'est une petite fille qui a tout perdu, qui se retrouve dans un foyer, donc qui est au niveau de moins que rien, et elle doit changer d'identité, elle doit tout changer, se transformer en une autre, pour investir un milieu qui n'est pas le sien, et faire exploser ce milieu de l'intérieur. Et donc c'est évidemment une fresque sociale, comme les Monte Cristo, comme les Thé meurtriers ou plein d'autres romans comme ça, où effectivement on va... Une héroïne, pour le cas, doit porter un masque pour aller porter. Donc du coup, vous êtes dans des sentiments très ambivalents, puisque même si elle tombe amoureuse, en fait, elle ne tombe amoureuse que pour se venger. Donc en fait, sauf qu'elle va peut-être tomber amoureuse quand même, mais elle ne peut pas tomber amoureuse puisque elle calcule à la fois. Donc voilà, j'adore ces récits de vengeance, parce qu'évidemment, vous êtes dans la tête d'une héroïne qui est forcément ambiguë, et donc ça fait partie un peu des classiques de la littérature que moi j'avais aussi envie de visiter, quoi. Moi je trouve que c'est le livre de l'été, Michel. Oui, tout à fait. C'est le livre de l'hiver, du printemps, de toutes les saisons. Parce que là, on arrive bientôt aux vacances. Moi, je pense que ça serait intéressant que tout le monde le prenne, même celui de Bernard Minier. Les deux. Et puis ces deux pavés, pas lourds, c'est très bien. Voilà. Vous connaissez le questionnaire de Proust, justement. Oui, je l'ai entendu tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, c'est le même. Allez, votre principal trait de votre caractère. Allez, j'aime bien dire la gentillesse parce que personne ne le dit. Voilà. Personne n'ose le dire. La qualité que vous préférez chez une femme? Alors, je vais dire la même. La qualité, c'est sans doute de penser aux autres. Ouais. Et le défaut, c'est de penser à la place des autres. Donc là, la qualité de préférer chez les femmes et chez l'homme, pareil. La qualité chez un homme. Ouais. Voilà. La qualité principale chez un homme. Quand même. La qualité chez un homme, c'est d'être joueur. C'est d'être joueur. Ouais. Les hommes sont plus joueurs que les femmes en général. Vous aussi, Michel. Oui. Ce que vous appréciez chez vos amis. Comme Bernard a dit, la fidélité, exactement ça, c'est-à-dire le fait que mes amis soient restés mes amis, bien que moi j'ai complètement changé de vie,
et que la plupart n'ont absolument rien à faire du fait que j'écrive, n'ont jamais lu une ligne de mes livres, et se demandent et trouvent vraiment que je fais un métier de feignant, alors que oui, vraiment ils bossent. Voilà, et ça c'est très agréable de passer des soirées avec des gens qui voilà, on bosse derrière, oui, voilà, qui se moquent de vous et qui voilà, on aime Michel, on n'aime pas, voilà, c'est la personne. Voilà, ouais. Le principal défaut. Le mien? Oui. Hyperactif. Trop? Oui, trop, bien sûr. Bah oui, c'est pas facile bon, de jamais s'arrêter. Ah, c'est dur. L'occupation préférée? L'occupation? Bah hélas, je dirais l'écriture quand même. Hélas, oui. Enfin, hélas, je sais pas hélas, mais oui, c'est un peu... forcément, ça prend beaucoup de temps, y compris par exemple sur la lecture aujourd'hui, où faut que je me discipline pour lire, parce que lire, c'est... prendre du temps sur l'écriture aussi. Allez, quel arbre vous admirez le plus? Ah, l'arbre. Alors j'ai pensé, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien aimer comme arbre? Un seul pleureur. Un seul pleureur? Ouais. C'est beau un seul pleureur. C'est beau, c'est triste et tout. Les près d'une rivière, c'est beau. Votre fleur préférée? Je suis obligé de dire les nymphéas parce que voilà. Est-il quelqu'un dans la salle? Les nymphéas, mais oui. Votre couleur préférée? Le rouge. Le rouge. Votre sport préféré? Le ping-pong. Je suis même venu à Auteuil jouer, battre le club d'Auteuil-Touilly quand il y en avait encore un. Ah. Votre peintre préféré? Je pourrais dire évidemment quand même Monet, même si au final c'est pas forcément... non, mais je vais dire Claude Monet quand même, parce qu'il y a quand même une histoire. On a une histoire en commun avec ce bon vieux Claude. Non, ce qui est marrant, je vais dire un petit truc sur le fleur. Après, l'impressionnisme, maintenant, voilà, c'est tellement tarte à la crème, c'est tellement sur toutes les boîtes de chocolat, etc., qu'évidemment, ça fait un peu bateau de dire ça. Néanmoins, pas oublier quand même que c'est une vraie révolution à un moment donné. Et ce que j'aime bien chez Claude Monet, qui est un bonhomme un peu, raisonnable. Enfin, c'est vrai, si on compare à Van Gogh, à Picasso, etc., il est très lisse, il est très... Voilà. Et c'est quand même un gars qui s'est enfermé pendant plus de 30 ans, 35 ans de sa vie pour peindre des nénuphars jour et nuit, quoi. Alors que c'était une célébrité, vraiment à l'époque, et il se dit non mais c'est fini, moi je vais peindre mes nymphéas jour et nuit, quoi. Donc il avait quand même une forme de folie et de génie absolu. Dans son truc. Voilà, donc ça c'est quand même épatant, quoi. Donc je trouve d'ailleurs qu'il a été un peu sous-exploité par la fiction, Claude Monet, il y aurait des trucs à dire sur lui. C'est quand même un gars un peu spécial, quoi. Et il a dû peindre en musique. Alors votre musicien préféré? Musicien ou chanteur? Chanteur. Ouais, je vais dire les Beatles quand même. Les Beatles, quand même. Ça c'est votre. La Madeleine. C'est la Madeleine. C'est votre Madeleine. L'acteur ou l'actrice que vous préférez? Eh ben, je vais dire Anne Charrier, parce qu'elle a très bien joué dans Maman à tort. Elle a super bien interprété ma commandante, et puis elle va jouer dans une autre de mes séries bientôt, et je suis très content. Je viens d'avoir la nouvelle il n'y a pas longtemps, et j'étais super content qu'elle accepte de jouer le premier rôle d'une de mes séries. Ah bah ça c'est top. Donc là, oui, bientôt là en plus. Ouais, enfin c'est autre chose, c'est un projet un peu secret, mais secret, c'est un projet qui est en cours, mais en tout cas elle vient de dire oui pour ce projet. Voilà. Je suis au courant de ça. Mais Festival du film romantique de Capour, on ne pouvait pas louper, donc on a quelques petits indices. Le son que vous détestez? Le son? La tondeuse à gazon. C'est terrible en Normandie, la tondeuse à gazon. Il fait beau une fois tous les 15 jours, et dès qu'il fait beau, tous les voisins tombent de leur gazon. Enfin, moi aussi, enfin tout le monde. Donc c'est horrible. Et le bruit que vous aimez? Le bruit que j'aime... ça, le bruit que j'aime. Ça peut être sympa parce que j'ai un acteur qui m'a dit le matin, vous savez, les oiseaux. Oui, les oiseaux du matin, ça c'est bien pour un écrivain, c'est pas mal. Non, allez, dis dans le bruit que j'aime, allez, mon chat qui pleure et qui me... non, mais quand vous êtes écrivain, vous êtes tranquille chez vous, il n'y a que quelqu'un qui vient vous embêter, c'est le chat, quoi. Voilà, qui pleure, qui passe son temps à vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc c'est mon chat qui pleure. Le mot que vous détestez? Le mot que je vais détester. Tiens, je vais dire un truc. Frontière. Frontière? Frontière. Il n'y a pas de frontière? J'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Hein? Et tous les êtres humains. Oui. Et votre mot préféré? J'aime bien fantaisie, moi. J'aime bien fantaisie. Je trouve que c'est joli. Et puis, voilà, c'est bien que la vie... C'est de la fantaisie. C'est de la joie, c'est ensoleillé. Fantaisie, je sais pas ce que... Ouais, c'est plein de choses à la fois. La fantaisie, enfin, ça peut être... Ouais.
Le métier que vous n'aurez pas du tout aimé faire. Plein. Qu'est-ce que j'aurais vraiment pas aimé faire? Un métier de bricolage. Voilà. Non, bricoleur, non, ça non. Bricoleur? Ah non, j'aurais pas pu ça. Non, ça... Le bricoleur du dimanche? Ah non, même pas. Non. Je ne suis devenu écrivain que justement pour que je puisse dire à des gens qui savent bricoler, faites-le à ma place. Et ça c'est bien parce que quand quand vous avez des artisans qui viennent, que vous êtes écrivain, ils se comprennent, ils disent oh lui il doit rien comprendre, je vais pas l'emmerder avec avec des plateaux comme ça, ils ont vite compris que lui il parlait chinois. Quoi. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Je veux dire la téléportation. J'ai écrit là-dessus et voilà, ça aurait été sympa de pouvoir d'avoir le don de Joséphine Ange Gardien? Elle se téléporte? Hein? Elle se téléporte, Joséphine, je sais pas. Hein? On peut faire ça? Non, Star Trek plutôt, ouais. Non, mais la téléportation au sens où, voilà, le fait de pouvoir être partout, enfin voilà, téléportation. Votre devise? Alors je dis souvent, c'est vrai que c'est une question qu'on pose, alors c'est tiré de Bruce Springsteen, Trent like us, baby, we are born to run. C'est-à-dire, ça veut dire, mon amour, des mendiants comme nous sommes nés pour courir. Voilà, donc on n'est que des mendiants, on n'est pas grand-chose, donc autant courir. Vous aimez la musique, en tout cas, vous aimez les mots. Le bonheur, c'est quoi pour vous? Le bonheur, pour moi, le bonheur, il est quelque part forcément mélancolique. Oui. Ouais, pour moi, le bonheur, c'est de la mélancolie. C'est le bonheur. Il a fait une phrase comme ça, c'est le bonheur, ça se regarde dans le rétroviseur, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Kelsa qui a dit ça. Le bonheur, c'est ça. Voilà. Le bonheur, on le voit dans le rétroviseur. Merci Michel Bussy. Merci à tous. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.